les imperfections du système juridique ou la simple négligence peuvent entraîner de graves conséquences. La vie montre que de nombreux criminels auraient pu être arrêtés avant que l'irréversible ne se produise. Malheureusement, la chance joue parfois en faveur de ceux qui enfreignent la loi. Comment expliquer autrement ce terrible incident qui a secoué la France ? L'histoire en question a bouleversé la vie tranquille du collège Cévenol. Cet établissement privé d'élite, qui rappelle un internat, est situé au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, France. Ici, les élèves non seulement acquièrent des connaissances, mais vivent aussi loin de leur famille. La ville où se trouve le collège est une petite commune d'environ 2000 habitants. Le collège Cévenol était un point d'attraction pour les locaux. Presque tous y étudiaient ou y travaillaient. Le collège a ouvert ses portes en 1938 et a accumulé une riche histoire au fil des décennies. Cependant, les événements de l'année 2011 ont laissé une trace indélébile dans la chronique de l'établissement éducatif. Cette année-là s'est avérée difficile pour le collège Cévenol. Des difficultés financières ont amené l'école au bord de la fermeture. La direction a essayé de toutes ses forces de maintenir l'établissement à flot. Malgré les problèmes, le collège Cévenol restait le centre éducatif le plus connu de la région. L'école coopérait avec l'État, mais la situation devenait de plus en plus précaire. Le nombre d'élèves diminuait. Il y avait un manque catastrophique d'argent. Pour survivre, il fallait réduire les frais de scolarité et admettre presque tous les candidats, sans prêter une attention particulière aux résultats. Les élèves se trouvaient dans une situation précaire et risquaient de ne pas obtenir leur diplôme. Cela a provoqué une vague d'inquiétude parmi les familles. Au milieu de ces événements, Agnès Marin, âgée de 13 ans, a été transférée d'une autre école au collège Cévenol. Ses parents, Frédéric et Paola, étaient inquiets de l'influence de son ancien environnement sur leur fille. Dans l'école parisienne, Agnès s'était liée à des fréquentations douteuses. Les professeurs critiquaient son comportement et le bulletin scolaire laissait à désirer. Cependant, Agnès n'était en aucun cas une adolescente sans espoir. Malgré les problèmes de discipline, elle montrait de bons résultats dans toutes les matières. Elle prenait l'apprentissage au sérieux et rêvait de devenir réalisatrice. Les parents ont décidé de lui donner une chance pour un nouveau départ et ont postulé au collège Cévenol. Agnès avait une relation chaleureuse avec ses parents. Frédéric et Paola croyaient que la nouvelle école aiderait leur fille à développer son potentiel. Le déménagement à Cévenol signifiait pour Agnès une nouvelle classe, de nouveaux amis et un programme d'études un peu différent. Cependant, pour la jeune fille capable, cela n'a pas été un problème. Elle s'est rapidement intégrée dans le processus d'apprentissage. À cette époque, les parents d'Agnès travaillaient dans une banlieue de Paris et rendaient visite à leur fille toutes les 3 semaines. Agnès avait une apparence agréable et un caractère léger. Elle trouvait rapidement un lien avec son environnement. Dans le nouvel établissement d'enseignement, elle s'intégra sans effort dans le collectif et se fit des amis. La nouvelle école était un vaste campus entouré de forêts. Après le déjeuner, les élèves étaient généralement laissés à eux-mêmes et pouvaient se promener librement dans les environs. Beaucoup profitèrent de cette liberté et dépassèrent parfois les limites de ce qui était permis. Le 16 novembre 2011, après les cours et le déjeuner à la cantine, les élèves se dirigèrent comme d'habitude vers le centre de Chambon-sur-Lignon, une petite ville située à 15 minutes à pied du campus. Agnès était parmi eux. Les élèves devaient être de retour à 16h30. La plupart sont arrivés à l'heure ou avec un léger retard, mais Agnès n'était pas parmi eux. En tant qu'une des plus jeunes élèves, Agnès était sous la garde particulière de l'administration scolaire. Lorsque son absence fut connue, les enseignants contactèrent immédiatement les forces de l'ordre. Après l'arrivée des gendarmes, des groupes de recherche composés d'élèves,
d'enseignants et de policiers furent formés. Ils fouillèrent la ville et les environs dans l'espoir de trouver Agnès. À minuit, lorsqu'il fit nuit, la recherche dut être interrompue. Les étudiants devaient se préparer pour la journée scolaire suivante. Malgré tous les efforts, Agnès n'a pas pu être trouvée. Aucune trace de son séjour dans la ville n'a non plus été découverte. Les enquêteurs ont poursuivi l'examen des zones adjacentes, mais la recherche était restée infructueuse. Ils ont interrogé des camarades de classe du cercle proche d'Agnès. Finalement, Estelle, une amie de la disparue, s'est manifestée. Elle avait passé du temps avec Agnès le jour de sa disparition. Estelle a rapporté qu'elle s'était rencontrée sur la place principale de la ville. Selon son témoignage, les amis ont marché un peu ensemble et se sont séparés vers 14h30. Après cela, Estelle n'a plus revu Agnès. Bien qu'Estelle fréquentât une école différente, les deux se rencontraient souvent et discutaient. Ces rencontres étaient devenues une routine pour elle, et il ne semblait y avoir rien d'inhabituel à cela. Le 17 novembre, les enquêteurs ont eu une nouvelle conversation avec Estelle. Étonnamment, son histoire a changé. Elle a indiqué qu'Agnès s'était blessée au pied pendant la promenade. C'est pourquoi elles étaient restées plus longtemps sur la place. Cependant, Estelle n'avait pas pu accompagner son amie car elle devait se dépêcher de rentrer chez ses parents. Selon sa déclaration, Agnès n'avait pas demandé d'aide et semblait vouloir rencontrer un jeune homme. Les amis se sont simplement dit au revoir et ont convenu d'une prochaine rencontre. Cette version a éveillé des doutes chez les enquêteurs. Ils ne comprenaient pas pourquoi Estelle n'avait pas immédiatement mentionné le jeune homme qui aurait pu être un indice important pour l'enquête. Les officiers ont essayé d'obtenir plus d'informations, mais Estelle n'en savait pas plus. Elle a admis avoir menti parce qu'Agnès prévoyait de faire quelque chose de répréhensible et avait demandé de ne pas révéler d'informations à son sujet. Cela semblait encore plus étrange. Pourquoi retenir des informations quand votre ami est porté disparu ? Le soupçon est apparu qu'Agnès avait peut-être simplement quitté l'école en raison de problèmes quelconques. Par conséquent, Estelle est devenue suspecte en raison de son mensonge. Son alibi a été minutieusement vérifié. Cependant, les paroles de la jeune fille ont bientôt été confirmées. Elle était effectivement rentrée chez elle après la rencontre, et des connaissances l'avaient vue en chemin. Le jour de la disparition, les amis s'étaient envoyé des messages et avaient prévu une rencontre pour le lendemain. La disparue utilisait un téléphone portable, mais l'avait apparemment éteint plus tard. Après cela, personne n'a pu contacter l'élève. Estelle a supposé que le téléphone d'Agnès était simplement à court de batterie et qu'elle-même était partie de chez elle, car elle n'aimait pas l'école et aurait apparemment prévu de le faire depuis longtemps. Cette version semblait de plus en plus probable. Dans l'enquête sur la disparition d'Agnès, les enquêteurs ont concentré leur attention sur un jeune homme avec qui elle voulait se rencontrer. Il s'est avéré qu'il s'agissait de Mathieu Moulinos, un lycéen de 17 ans. Le jeune homme pourrait détenir des informations importantes, ce qui a suscité l'intérêt des autorités policières. Lors d'une rencontre avec Mathieu, les policiers ont remarqué des égratignures fraîches sur son visage et ses mains. Des camarades de classe ont confirmé que les blessures étaient apparues le jour de la disparition d'Agnès. Le jeune homme lui-même a expliqué cela par une chute malheureuse dans un buisson de mûres après une consommation excessive d'alcool lors d'une promenade en ville. La vérification de sa déclaration a soulevé des doutes. Des étudiants ont rapporté que Mathieu avait effectivement mentionné cette histoire, mais personne n'était convaincu de sa véracité. Selon des témoins oculaires, le jeune homme est sorti de manière inattendue de la forêt à côté du campus vers 17h, ce qui a suscité l'étonnement, car tous les autres étaient là déjà dans le bâtiment. Lorsque Mathieu a été interrogé à ce sujet, il s'est soudainement mis en colère et a perdu son sang-froid. En examinant le passé du suspect, les enquêteurs ont appris que Mathieu est originaire de Nages-Salorgue et a 2 sœurs cadettes. À l'école, il s'est fait remarquer par un comportement étrange et se tenait à l'écart.
Il préférait le style vestimentaire gothique, se rebellait ouvertement contre les autorités et prônait un style de vie rebelle. Au lycée, Mathieu se vantait de ses compétences en piratage informatique et avait de mauvaises habitudes. Il socialisait mal et entrait souvent en conflit avec les autres. Pour satisfaire ses penchants nuisibles, le jeune homme commettait des délits mineurs. Les performances scolaires de Mathieu étaient si mauvaises qu'on voulait l'exclure des cours à 2 reprises. La moins grave de ces infractions était de regarder du contenu inapproprié sur l'ordinateur de l'école. Le comportement du jeune homme s'est manifestement détérioré avec le temps et il a eu des problèmes avec la loi. Dans ce contexte, Mathieu est devenu la figure principale dans l'affaire de la fille disparue. Les forces de l'ordre ont immédiatement remarqué le comportement inhabituel du jeune homme. Son caractère singulier était souvent noté par les gens de son entourage. Mathieu fréquentait l'école depuis l'automne 2010. Les week-ends, il rendait souvent visite à ses proches dans la maison familiale de la vieille ville. Le lycéen avait une petite amie parmi les élèves, et ils aimaient à passer du temps avec des amis sur la côte sud de la France. Le jeune homme s'intéressait aux jeux vidéo, avait des habitudes malsaines et était familier avec les boissons alcoolisées. Beaucoup remarquaient que le comportement de Mathieu devenait imprévisible sous leur influence. Néanmoins, il continuait à consommer et apportait même des substances interdites à l'école. Le garçon était considéré comme un élève difficile, avait des problèmes de discipline, mais se tenait à l'écart des cercles douteux. Peut-être vivait-il simplement la puberté de manière plus intense que les autres. La façon de communiquer de Mathieu a éveillé les soupçons des gendarmes. Ils ont senti un manque de sincérité dans ses réponses et ont décidé d'avoir une conversation plus détaillée, passant progressivement aux questions sur la disparition d'Agnès. Le jeune homme a admis l'avoir vue la veille de sa disparition, mais a affirmé que c'était une rencontre fugace dans les couloirs du campus. Selon ses dires, ils s'étaient simplement salués. Mathieu a raconté qu'il avait prévu une rencontre avec sa petite amie ce jour-là. Il a nié toute implication dans la disparition de sa camarade de classe, mais malgré son apparente conviction, il a été décidé de le retenir jusqu'à ce que les circonstances soient éclaircies. À ce moment-là, les parents de la disparue étaient arrivés dans la ville. Ils ont commencé à chercher leur fille. On parlait à la presse et distribuait des avis avec ses photos. Frédéric et Paula ont interrogé de nombreux passants, mais n'ont pu obtenir rien de substantiel. Selon les parents, malgré ses récents problèmes de comportement, Agnès n'avait pas tendance à fuguer. Au contraire, elle était une fille casanière et ne serait jamais partie sans prévenir. Le maximum qu'elle aurait pu décider de faire aurait été une promenade avec des amis. Si elle était vraiment partie d'elle-même, il aurait dû y avoir des traces. Elle aurait été captée par les caméras de surveillance aux sorties de la ville, où l'un des témoins occasionnels aurait pu se souvenir de la fille, mais pour une raison quelconque, elle est restée inaperçue pour tous. Malheureusement, tous ces efforts de recherche n'ont produit aucun résultat. Les enquêtes ont pris de l'ampleur et attiré de plus en plus l'attention du public. Les forces de l'ordre ont activement interrogé les témoins oculaires potentiels, les amis proches d'Agnès disparue et son environnement scolaire. Pendant que Mathieu était sous surveillance, sa chambre dans la résidence étudiante a été minutieusement fouillée. On y a trouvé des vêtements suspicieusement souillés. Certains témoins ont affirmé avoir vu le jeune homme porter ses vêtements le jour de la disparition d'Agnès. Mathieu a expliqué la saleté sur ses vêtements et les égratignures sur son visage et ses mains en disant qu'il était tombé dans un buisson épineux. Cependant, ses blessures ressemblaient davantage à des marques d'autodéfense. Les vêtements ont été envoyés pour examen et le suspect lui-même a été convoqué pour un nouvel interrogatoire. De manière inattendue, l'histoire de Mathieu a commencé à changer. Il a admis avoir effectivement rencontré Agnès ce jour-là et qu'ils avaient marché ensemble pendant un moment dans la forêt près du collège. Mathieu a affirmé qu'après avoir pris certaines substances,
Il avait perdu le contrôle et était tombé dans un buisson de ronces. Et quand il avait repris conscience, Agnès n'était plus là. Il l'aurait prétendument cherchée pendant un certain temps, mais sans succès, puis serait retourné sur le campus. Cependant, le résultat de l'analyse a réfuté ces paroles. Aucune trace de substance n'a été trouvée. Confronté à de nouvelles questions, Mathieu a de nouveau changé son témoignage et a maintenant dit qu'Agnès était aussi tombée dans les épines. Mais la fin de l'histoire restait la même. Il s'était évanoui et à son réveil, n'avait pas trouvé son ami et était retourné au collège. L'avocat de Mathieu a suggéré de mener une expérience d'enquête sur les lieux du crime, mais le jeune homme a refusé. Suite à cela, les enquêteurs se sont eux-mêmes rendus dans la forêt, s'appuyant sur les descriptions de Mathieu et les témoignages des témoins. Des opérations de recherche à grande échelle ont été organisées avec l'utilisation d'hélicoptères, de plongeurs et de chiens spécialement entraînés. Les résultats de la recherche ont été choquants pour toutes les personnes impliquées. Jusqu'au dernier moment, il y avait l'espoir de trouver Agnès indemne. Au lieu de cela, Agnès a été retrouvée dans la forêt dans un état très grave. Ses vêtements étaient partiellement endommagés, manifestement pas par une chute dans des buissons. Tout indiquait que quelque chose de terrible s'était produit. Les parents ont été immédiatement informés de l'issue défavorable de la recherche. Tandis que les autorités policières retournaient au bureau pour poursuivre les procédures, Agnès a été confiée à des professionnels médicaux pour un examen approfondi. Il était temps d'obtenir des explications du suspect. Il n'y avait plus de doute sur l'implication de Mathieu. En fait, le jeune homme n'a pas particulièrement résisté. Face aux preuves irréfutables trouvées, il a assez rapidement avoué sa culpabilité. On lui a d'abord demandé les raisons de l'état extérieur d'Agnès Marin affecté. Selon ses déclarations, il a utilisé une bombe aérosol qu'il avait sur lui immédiatement après l'incident. À l'aide de cette bombe, Mathieu a réussi à endommager ses vêtements, après quoi le jeune malfaiteur est simplement parti en espérant que les traces de l'incident disparaîtraient. Mais heureusement, ses attentes ne se sont pas réalisées. Lorsqu'il était avec Agnès dans la forêt, il a soudainement décidé de l'immobiliser. Pour cela, il a utilisé son jouet préféré de l'enfance, un yo-yo. C'est alors que la lutte a commencé, au cours de laquelle Agnès a laissé des égratignures sur le visage et les mains de l'agresseur. Mais il était nettement plus grand, plus âgé et plus fort. Il a donc pu prendre le contrôle de la situation sans effort. Il est remarquable que le jeune homme ait emporté le même yo-yo qu'il avait utilisé dans la forêt et ait joué insouciamment avec pendant qu'il faisait sa déclaration. Mathieu s'amusait avec le jouet tout en répondant aux questions des enquêteurs. Après l'examen par les experts médicaux, des détails encore plus inquiétants de cet incident ont été mis au jour. Pendant la commission de l'acte, Mathieu n'a pas du tout pensé à la décence. Après des actions inappropriées, il a décidé d'éliminer définitivement sa cible. De plus, des particules de peau du lycéen ont été trouvées sous les ongles d'Agnès, en qui elle avait imprudemment fait confiance. Il n'y avait plus de doute. Mathieu était le coupable de cette tragédie. Agnès a trouvé son dernier repos à Paris le 26 novembre 2011. De nombreuses personnes en deuil sont venues soutenir la famille en cette journée difficile. Il s'est avéré que Mathieu avait déjà eu des démêlés avec la loi auparavant. En août 2010, un incident avec sa connaissance Julie, âgée de 15 ans, du Gard, avait été enquêté. Pendant longtemps, il s'était fait passer pour son ami, cachant ses véritables intentions. Un jour, Mathieu a attiré Julie dans la forêt sous prétexte de rembourser une dette. Il s'était préparé à l'avance et avait apporté les choses nécessaires de chez lui. Julie se trouvait dans une situation dangereuse. Mais heureusement, sa mère a appelé à temps, comme si elle avait pressenti quelque chose de mal. L'appel a effrayé Mathieu et il a laissé partir Julie. Julie a tout raconté à la police et le jeune homme a été arrêté. Lors de l'interrogatoire,
il a essayé de susciter la compassion en pleurant. Julie était convaincue que sans cet appel, les conséquences auraient pu être bien pires. Malgré la gravité de la situation, Mathieu a échappé à une peine sévère. Il a passé 4 mois en détention provisoire et a été examiné par 4 psychiatres. L'un d'eux a conclu que le jeune homme ne représentait pas un danger pour la société. Sur cette base, le juge l'a libéré à condition qu'il suive une thérapie et déménage dans une autre région. La famille de Mathieu a fait de grands efforts pour permettre sa libération et son éducation supplémentaire. Ils ont contacté environ 20 établissements d'enseignement et ont reçu des refus partout, jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement au collège où Agnès étudierait plus tard. Étonnamment, cet établissement, qui enseignait principalement à des filles âgées de 13 à 17 ans, a admis un jeune homme avec un tel passé. Le directeur du collège a affirmé qu'il n'avait pas le droit de fouiller dans le passé des élèves et qu'il n'avait reçu aucun avertissement des forces de l'ordre. Plus tard au tribunal, il a admis qu'il connaissait les problèmes de Mathieu, mais qu'il n'était pas entré dans les détails. Le père du garçon a parlé personnellement au directeur et l'a assuré que les problèmes antérieurs étaient liés à une séparation malheureuse et à une fausse accusation d'une ex-petite amie. Le directeur a cru cette version. Les enquêteurs soupçonnaient que l'admission de Mathieu à l'école pourrait être liée à des difficultés financières de l'établissement. Pour chaque élève, le collège recevait 13 000 € par an et il semblait que l'administration était plus intéressée par le nombre d'élèves que par leur fiabilité. Toute la situation semblait incroyable et soulevait de nombreuses questions sur le système éducatif et la sécurité des élèves. Le procès judiciaire contre Mathieu a suscité d'intenses discussions dans la société. Les parents du jeune homme, la direction de l'université et les autorités judiciaires se sont retrouvés au centre de l'attention publique. La législation du pays prévoit un format fermé pour les audiences des mineurs accusés de délits graves. La famille de la victime a insisté pour une ouverture partielle de la procédure afin d'attirer l'attention sur le problème et d'identifier les véritables coupables de la situation. Bien que Mathieu n'ait été qu'à un peu plus d'1 mois de sa majorité, la loi est la loi et la défense a exercé son droit de demander une audience à huis clos. Finalement, la demande d'audience, partiellement publique, a été rejetée. Fait intéressant, le psychiatre qui avait précédemment évalué le jeune homme comme inoffensif après l'incident avec la première jeune femme n'avait jamais travaillé avec des délinquants ni sur des cas liés à des sujets sensibles. En fait, c'était un débutant sans les qualifications nécessaires pour une évaluation complète de l'état du patient. D'autres experts impliqués dans l'évaluation ont remarqué l'inadéquation du comportement de Mathieu. Ses actions semblaient imprévisibles et potentiellement dangereuses. L'étudiant montrait une indifférence totale face à ce qui s'était passé, n'exprimait aucun remords et ignorait les tentatives des spécialistes d'établir un contact. Il se comportait souvent de manière agressive envers les experts et les effrayait même en perdant soudainement le contrôle. Il semblait manquer totalement d'empathie, ce qu'il admettait lui-même. Selon le jeune homme, il ressentait à plusieurs reprises une certaine impulsion qui le poussait à commettre des actes illégaux. La première jeune femme a été victime d'une telle impulsion. Plus tard, Agnès connaîtrait le même sort. Après l'incident, Mathieu a subi un examen psychiatrique approfondi. Les spécialistes lui ont diagnostiqué un trouble paranoïaque et schizoïde. Les experts ont déterminé qu'il pourrait représenter un grave danger pour les autres, mais ont reconnu sa capacité à comprendre ses actes et à comparaître devant le tribunal. Compte tenu du jeune âge de Mathieu au moment de l'incident, il a été initialement supposé que l'affaire serait jugée en tenant compte de circonstances atténuantes. Cependant, en raison de la gravité de l'acte, il a été décidé de le juger comme un adulte. Le 28 juin 2013, le tribunal a rendu son verdict. Mathieu a reçu la peine la plus sévère possible pour ses actes contre Julie et Agnès.
C'était seulement le deuxième cas dans l'histoire du pays où un mineur recevait une peine aussi sévère. L'avocat de Mathieu n'était pas d'accord avec la décision du tribunal, notamment parce que son client n'avait pas reçu le traitement nécessaire malgré le diagnostic. Le défenseur a fait appel et l'affaire a été programmée pour une nouvelle audience en septembre 2014. La deuxième audience s'est avérée encore plus éprouvante pour les proches d'Agnès, principalement en raison du comportement de Mathieu lui-même. Cette fois, il parlait beaucoup plus fréquemment et avec plus d'assurance. Aucun remords n'était perceptible dans ses paroles. Il semblait prendre plaisir à la souffrance de la famille, forcée de revivre les événements. Mathieu a décrit les événements dans les moindres détails et a avoué qu'il avait toujours aimé observer la souffrance des autres. L'accusé a expliqué qu'après l'incident avec Agnès, il était resté longtemps dans un état d'euphorie et avait ressenti une pulsion pour des actes similaires. Il est devenu évident que Mathieu aurait pu continuer s'il n'avait pas été arrêté. Face à ces déclarations, le jury a confirmé la sentence initiale. L'avocat a de nouveau tenté de faire appel de la sentence, la jugeant excessivement sévère. Cependant, cet appel a été rejeté. Le 7 février 2014, la famille Agnès a déposé une plainte contre l'État, l'accusant de négligence grave. Il croyait qu'en raison d'une série de défaillances systémiques, du psychiatre au juge, une personne aux tendances dangereuses avait été libérée, ce qui avait conduit à l'incident avec leur fille. De plus, aucun des impliqués n'avait été tenu responsable de manière adéquate. La Cour suprême de Paris a examiné l'affaire et a statué en faveur de la famille de la victime. Une indemnisation de 185 000 € a été fixée pour la négligence commise. Cependant, les parents ont souligné que leur objectif n'était pas la compensation financière. Ils cherchaient à attirer l'attention sur les imperfections du système judiciaire et d'application de la loi dans l'espoir d'impulser sa réforme. Le collège Savinol a cessé ses activités en 2014. En fait, l'établissement a fait faillite, en grande partie à cause du scandale lié à l'admission d'un élève potentiellement dangereux. La situation de la famille Mathieu était compliquée dès le début. Au moment de l'incident, ils n'avaient pas la responsabilité civile de lui. De plus, il s'est avéré que le père du jeune homme avait joué un rôle important dans sa libération et son admission au collège. La famille s'est retrouvée sous la pression de l'opinion publique. Beaucoup croyaient que ce qui s'était passé était le résultat de leur protection, ce qui avait conduit aux conséquences tragiques. On supposait que les parents auraient dû faciliter un traitement obligatoire pour leur fils dans un établissement spécialisé, puis organiser une surveillance constante pour le jeune qu'ils avaient libéré. Au lieu de cela, ils l'ont simplement envoyé dans une école loin de chez eux, où pratiquement personne ne le surveillait. Par conséquent, le public a imputé aux parents une responsabilité indirecte pour ce qui s'était passé. Cependant, certains ont considéré ce cas comme une exception à la règle. Ils croyaient ça et que Mathieu souffrait d'un trouble mental et que les parents essayaient désespérément d'aider leur enfant, de le socialiser, sans réaliser l'ampleur du risque. C'est du moins ce que les parents eux-mêmes ont affirmé dans diverses interviews. Ils sont apparus sur presque toutes les chaînes de télévision populaires de France et ont activement utilisé divers médias. La mère et le père de Mathieu ont même écrit un livre sur la vie de leur famille. Ils y ont raconté que leur fils, jusqu'à aujourd'hui, ne ressent aucun remords pour ses actions.